Bonjour à toutes et à tous. Je vais demander aux 4 personnes participant à la table ronde de venir s'asseoir face à vous. Alors, comme tu nous demandes d'être encore plus efficace, je vais quand même mettre un chronomètre pour être sûr de respecter. Alors, chers amis, bonjour. Bonjour aussi à ceux qui sont en ligne, parce que j'ai cru comprendre que c'était retransmis pour la première fois des assises. Donc, on vous a déjà salué dans la salle. Et surtout, je salue tous ceux qui nous regardent aujourd'hui en visioconférence. Alors, nous avons assisté à de brillants exposés, très intéressants, aussi bien du président Eric Woerth que de Brice Teinturier. Et nous allons essayer d'animer, vous voyez le titre de la table ronde, je ne vais pas le répéter ici. Évidemment, nous venons de vivre une épreuve quand même assez inattendue et inédite. Ça a été parfois douloureux, mais on l'a dit à différents niveaux, ça a été l'accélération et en tout cas une démonstration de notre capacité d'adaptation. Je dis note parce que de tous les acteurs de l'écosystème bancaire et financier. Et ça a montré aussi, compte tenu des modalités de financement qu'il a fallu mettre en place pour soutenir l'économie, ça a bien montré le rôle clé du secteur bancaire dans notre économie. Les technologies ont fortement été sollicitées et ça a permis une remarquable résilience de l'ensemble de notre écosystème. En tout cas, je pense que c'est une expérience positive, riche d'enseignements, qui n'a fait qu'accélérer des transformations en marche, mais aussi, et vous l'exprimerez, il a fallu faire preuve d'innovation en urgence. Des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qu'il a fallu mettre en place. Mais tout ceci, maintenant, nous amène à re-questionner l'avenir, la stratégie, nos modèles d'affaires, et c'est ce que nous aborderons dans la deuxième partie de la table ronde. Alors, nous vous accueillons tous les 4, et je vais commencer tout simplement par la première question. Le 16 mars, tout le monde s'en souvient, le premier confinement démarrait. Enfin, je ne sais pas si vous vous souveniez de la date, je pense que vous vous souvenez de ce que vous faisiez à ce moment-là. Et à vous 4, comment cela s'est-il passé dans vos activités respectives? Alors, je vais vous demander d'être très très bref sur l'adaptation du travail, on en a beaucoup parlé par ailleurs, mais surtout d'insister sur ce que ça vous a demandé de faire en termes de produits et de services pour vous-même ou pour vos clients. Donc on va commencer par vous, Benoît. J'espère que les micros marchent. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je suis chez BPCE, mais au moment de la crise, j'assumais la direction de la Fédération bancaire française. Et donc, je parlerai un peu des deux. Sur le fond, le groupe BPCE avait déjà entamé sa démarche de télétravail. Et on était en train de mettre en place et de diffuser le télétravail dans l'ensemble du groupe. Et on avait donc, tous les outils étaient en place et on les avait même testés. La seule différence, c'est que le plan devait s'établir sur 1 an et on l'a fait en 15 jours. C'est donc un accélérateur extraordinaire de mise en œuvre, mais les fondamentaux étaient là. De la même manière, ça nous a obligés à conserver, en même temps qu'on mettait en place le télétravail, l'ouverture des agences. Les agences bancaires, comme celle de BPCE, sont restées ouvertes à 90%. Pourquoi? Parce que c'est la proximité, c'est parce que l'État nous l'a demandé, et les gens ne s'en sont pas rendus compte, mais au mois d'avril, la grande angoisse début avril du ministère de l'Intérieur, c'est est-ce que les gens vont pouvoir venir chercher en liquide leurs allocations sociales? Parce que les allocations sociales, les gens vont les chercher en liquide dans notre pays. C'est encore comme ça que ça marche. Si les agences sont fermées, si les DAP ne sont pas ouverts, il n'y a plus d'argent liquide, les gens n'ont plus de sous. Comment ça marche? Et donc, ça s'est fait, et on peut dire de manière assez simple que le monde bancaire, ça a été en même temps l'évolution du digital de façon très accélérée, et en même temps l'obligation de maintenir en dur le black and mortar. Et c'est ça peut-être qui a été le modèle qui nous a permis collectivement de tenir. Et le troisième pied, si je puis dire, c'est que le gouvernement nous a demandé de mettre en œuvre des choses totalement innovantes en l'espace de 15 jours. C'est le fameux développement du prêt garanti par l'État qui a permis de sauver la trésorerie et la liquidité de 600 000 entreprises, ce qui est quand même pas rien.
Et on l'oublie, mais il a été diffusé et dès le 26 mars, c'est-à-dire commercialisé dès le 26 mars. Aujourd'hui, on est à 145 milliards et c'est quelque chose qui a été diffusé sur l'ensemble du territoire, d'où la nécessité de garder les agences ouvertes, en un espace de temps extraordinairement réduit. L'autre point sur lequel on a dû énormément s'adapter, c'est sur les paiements, puisque ça a été l'explosion du sans-contact, on l'a tous vécu, mais est-ce que vous vous souvenez que le plafond du sans-contact était à 30 €? Et devant l'explosion du sans-contact, le gouvernement a dit ça serait bien de passer à 50 €. Sauf que les gens croient qu'il suffit de changer une ligne sur l'ordinateur et de lever le plafond. En réalité, c'est les terminaux des commerçants qu'il faut bouger, c'est-à-dire des centaines de milliers de commerçants pour qu'ils acceptent le sans-contact de 30 à 50. Tout ça en plein confinement et au moment où les tuyaux de paiement sont saturés, puisque les paiements ont explosé. Ça a été réussi. Tout le monde a trouvé normal que le train arrive à l'heure, mais ça a été un challenge extraordinaire. Merci Benoît. Cyril, un autre tour d'expérience chez Lydia. Oui, on ne va pas parler de l'organisation du travail chez Lydia, c'était déjà télétravail ou souple, donc c'était pas un sujet, quoi. On continue à travailler comme avant, sauf pour ceux qui travaillaient au bureau et qui se sont retrouvés enfermés chez eux. Bon, mais ça, c'est comme tous les Français, quoi. Il n'y avait pas de spécificité à Lydia. Nous, on s'est retrouvés dans une situation qui a été très particulière, parce que Lydia est connue pour ses transactions entre particuliers, des transactions sociales, quand on se rembourse. Et ça ne vous a pas échappé qu'à partir du 16 mars, la vie sociale avait un peu diminué. Et du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 75% de transactions en moins. Alors bon, quand même, ça fait mauvais genre. On venait de faire en plus un gros tour d'investissement, donc ça c'était bien, on était à peu près serein au niveau trésorerie, mais bon, c'était quand même un peu préoccupant. Et puis c'est resté comme ça pendant tout le confinement. Vraiment, électroencéphalogramme plat. Néanmoins, on s'est quand même dit qu'on n'allait pas rester les bras croisés, et donc on a essayé de voir comment on pouvait être utile. Et être utile, ça a pris chez nous le tour de mobiliser des équipes, diverses équipes, sur des projets qui n'étaient pas nécessairement dans la roadmap. Un qui était à destination des services d'urgence des hôpitaux, et on a créé une plateforme de dons dans laquelle on a enrôlé quasiment toutes les fondations des hôpitaux de France et d'autres acteurs de la vie associative qui fournissent des moyens à ces gens-là. Et on a créé ça rapidement, et on l'a surtout permis en un clic de donner 1, 2, 3, 5, 10, 20, enfin, ce que les gens voulaient. Et ça a bien marché. Et en parallèle de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professions libérales, de petits commerçants qui se retrouvaient du jour au lendemain, comme par exemple des restaurateurs, obligés de trouver des moyens pour continuer à travailler un petit peu. C'était vrai aussi pour les médecins. Et donc ils ont bricolé. Des médecins qui faisaient bien sûr de la visio avec WhatsApp, avec leurs patients. Et il fallait quand même qu'ils se fassent payer, tous ces gens. Des restaurateurs qui prenaient des commandes au téléphone, mais il fallait bien qu'ils se fassent payer. Et donc, du coup, on a chez Lydia un outil d'encaissement à distance par smartphone. Et donc, on l'a rendu gratuit pour tout le monde, pour tous les pros. Alors là, pour le coup, c'était juste une ligne à changer. Donc, c'était bien foutu, le système. Quand on met à zéro un tarif, ça va vite, quoi. Mais ceci dit, on a près de 10 000 professionnels qui en ont bénéficié et qui ont été contents. Et pour la plupart, ils ne sont pas continués d'utiliser après, parce que la vie a repris. Les médecins ont trouvé des systèmes, soit à distance, qui intégraient le paiement, soit en cabinet. Mais en tout cas, ça a rendu le service. Et voilà, ça a beaucoup aussi aidé à mobiliser les équipes et à faire en sorte que voilà, on prenne notre part de la situation. Merci Cyril. Alors on va changer de perspective en posant la même question à lui qui représente la Banque de France, même s'il intervient à titre personnel aujourd'hui. Oui, ça va marcher. Ça va marcher ? Luc. Vous m'entendez ? Oui.
Alors, peut-être, pour être très bref, 3 idées pour répondre à la question. Alors, en interne à la Banque de France, évidemment, on a un portefeuille d'applications très spécialisées. Et donc, le premier effet, c'est le recours massif au télétravail qui nous a obligés à ouvrir ces applications sur un mode de travail qui n'était pas prévu, puisque tous les gens étaient supposés être dans les locaux de la Banque de France. Alors ça s'est fait un petit peu dans l'urgence, ça a pris un peu de temps, et surtout on a fait le tri de ce qui était possible d'ouvrir effectivement à ce mode télétravail, et on a conservé pour certaines activités critiques, pour certaines applications critiques, le mode à la maison, dans les bureaux, ce qui nous a obligés à interdire à certains collaborateurs de télétravailler. Alors, le deuxième aspect, c'est que évidemment l'ouverture d'applications critiques sur le monde extérieur a augmenté la surface d'attaque. Là, je parle en tant qu'expert cybersécurité, cyberrésilience. Donc le mot important là-dedans, c'est la résilience. Donc la question qui nous a été posée, est-ce que ça va tenir ? Et comment on va faire pour que ça tienne ? Alors on a, avec nos partenaires, Banque Centrale Européenne et nos principaux partenaires, donc Banque Centrale Nationale italienne, allemande et espagnole, mis en place, renforcé ce qui existait déjà dans le domaine de, on va dire, la surveillance de la menace cyber, et on a intégré une initiative européenne justement d'échange sur ce qu'on appelle la CTI, Cyber Threat Intelligence. Donc ça nous a permis d'ajuster la posture et d'être capable de recueillir des éléments, on va dire, stratégiques, tactiques et opérationnels sur tout ce qui est détection de la menace et réaction à ces menaces. Donc pour assurer la résilience, effectivement, du système. Et pas seulement pour les applications de la Banque de France, mais aussi à l'échelon européen, puisque nous opérons une partie des systèmes de paiement et des systèmes de règlement de livraison de titres qui sont d'échelon systémique pour le continent européen. La troisième idée, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ça a tenu. Donc effectivement, on a été plutôt satisfait de voir que le travail qu'on avait fait depuis des années pour préparer ce type de situation et les derniers ajustements qu'on a faits forcés par les événements avaient concouru à ce que ça tienne. Donc plutôt une satisfaction malgré l'augmentation du risque cyber et des menaces qui ont littéralement explosé dans certains domaines. J'en citerai juste 2 pour que tout le monde comprenne. Tout ce qui est phishing, donc les leurres que vous pouvez recevoir via des communications par SMS ou par email, et d'une manière peut-être plus pour les professionnels que vous êtes, les attaques au travers de ce qu'on appelle la supply chain. C'est-à-dire que si vous-même vous étiez extrêmement bien protégé dans votre organisation, eh bien malheureusement vous pouviez avoir des vecteurs d'attaque qui passaient par vos fournisseurs. Donc ça, on a observé ce phénomène et on a adopté une attitude collective pour renforcer les dispositifs de surveillance et échanger de l'information utile pour se garantir d'un certain nombre d'attaques. Merci Luc. Alain, on va terminer ce premier tour par toi. Comment l'ensemble des fintechs que tu connais bien, ou ta perception dans le secteur, a Bonjour à vécu tous. ce passage-là ? Alors, comme tout le monde, comme tout un chacun, le 13 mars, c'est un moment de sidération. Un trou d'air dans 2 compartiments. Le financement des startups elles-mêmes, puisque les prêteurs investisseurs, bien évidemment, ont suspendu leurs décisions. Donc, il y a eu quelques semaines un peu particulières. Un trou d'air dans certains segments d'activité. Cyril en a évoqué une, puisque c'était un des champions d'activités liées à l'événementiel. Donc ça, effectivement, ça a chuté considérablement, ça s'est même stoppé. Ce qui était lié au commerce de proximité, physique évidemment, toutes les startups liées à ça. Et puis il y a eu un secteur dont on ne parle pas beaucoup, mais l'immobilier a stoppé pendant plusieurs semaines, quasiment plusieurs mois, lié au fait que la numérisation du circuit de la décision immobilière en France est très faible par rapport à d'autres pays en Europe. On ne sait pas de bout en bout gérer l'acte authentique, etc. etc.
Il y a eu des mesures d'adaptation très rapides de télétravail. Les startups ont des dispositions évidemment pour ça. Variabilisation des charges, notamment immobilières. Il y a eu beaucoup de réductions par mesure de prudence. Et puis il y a eu une centaine de mesures de solidarité dont on est très fiers, puisque à l'instar de plein d'autres acteurs de la vie économique, les soignants, les TPE, les PME, le commerce de proximité, nous avons tout de suite contacté Bercy pour faire partie du dispositif de distribution du prêt garanti par l'État, distribué, rappelons-le, à des conditions économiques déficitaires. C'était un devoir et non pas à l'instar des banques qui ont fait le plus gros du travail, mais on a pris notre part s'agissant des plateformes de financement participatif en particulier. Et puis au bout de quelques semaines, on a vécu comme tout le monde la très forte accélération de l'activité, puisque la numérisation des services financiers a accru pratiquement au bout de 4 semaines de 75%. Et donc là, il y a eu au contraire un décollage extrêmement fort et une anticipation, comme ça a été dit tout à l'heure, de plusieurs années vraisemblablement sur les chiffres. Merci Alain. Je vais vous poser une dernière question au titre de ce qui s'est passé, avant de passer à vos réflexions pour l'avenir. C'est vous, Luc, qui avez déjà évoqué une croissance, on va dire, des attaques cyber potentielles, en tout cas une prise de risque. Donc j'ai envie de vous poser à tous les quatre la question, est-ce que vous avez vraiment constaté, soit dans le domaine de la fraude, domaine de risque, cyber ou autre, on sait aussi même en termes de capacité technologique, est-ce que tu parlais, Alain, de 75% d'augmentation à l'instant de certaines activités numériques par rapport à avant. On se souvient aussi que le gouvernement avait demandé aux services de streaming, je ne sais pas si vous vous souvenez, de baisser la qualité des vidéos pour éviter d'encombrer la bande passante des réseaux. Donc, est-ce que vous tous, on va commencer par vous, Luc, vous avez quelques exemples de choses qui se sont produites, qu'il a fallu gérer, et comment ça s'est passé? Donc, Luc en premier. Alors, la question est complexe. Assez rapidement. Oui, très rapidement. Bon, encore une fois, c'est ce que j'indiquais. La grande difficulté, ça a été de voir où ça allait taper. Donc, encore une fois, on a renforcé tous les dispositifs de surveillance et d'échange de cette information qui est critique avec tous nos partenaires. Ce qu'on a alors, heureusement observé, c'est que, alors, à mon faible niveau, pour ce qui est de la fraude, je ferai une réponse très rapide. Je crois que malgré l'augmentation du montant individuel de paiement à 50 €, je crois que le niveau de fraude n'a pas réellement bougé. Ça, c'est un premier indicateur. Maintenant, sur le risque cyber, oui, alors, d'une manière générale, il y a eu une grosse augmentation. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que le secteur financier n'a pas été spécialement plus visé que d'autres. On a tous en tête les attaques contre les hôpitaux, par exemple. Bon, il y a bien sûr ici ou là, localement, quelques établissements financiers qui ont pu pâtir de certaines attaques, mais globalement, il y a peu eu d'attaques réussies contre le système financier. Voilà. Benoît, côté groupe BPCE, qu'avez-vous constaté La fraude, elle a globalement augmenté d'à peu près 8% en volume, je parle pour les clients, et 4% en volume, 8% en nombre. Alors c'est à la fois beaucoup, mais rapporté à l'explosion de la digitalisation des paiements, en fait, ce n'est pas considérable. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la pandémie a entraîné une vague de fraude. Elle a entraîné la conscience de la vulnérabilité du système. De la part des établissements bancaires, il y a eu une double réaction. Un, il a été mis une diligence particulière pour protéger les paiements en ligne, les comptes à distance des clients, un certain nombre de diligences internes, on ne peut pas tout expliquer évidemment, ont été mis en œuvre. Ont été mis en œuvre une protection particulière des systèmes informatiques lourds, maisons, les infrastructures, puisque elles sont vitales. Et de ce point de vue-là, on a recouru encore plus qu'avant aux hackers éthiques, comme on dit, qui étaient des équipes qui maintenaient... c'est comme quand on court un marathon, il faut courir un peu tous les jours pour être en forme et pouvoir partir. Donc il y a eu une mise en tension de tous les systèmes, les connexions informatiques de chacun des collaborateurs de BPCE
ont été mis sous surveillance individuelle, donc c'est des moyens considérables de crise, et c'est aussi pour ça que le système a tenu. Merci. Alain, côté, et puis on terminera sur cette partie-là avec Cyril, s'il a un exemple, mais Alain, as-tu Je le constaté formulerai pratiquement comme Benoît vient de le faire. On a observé un effet d'opportunité. Les hackers étaient à la maison, s'ennuyaient visiblement, donc il y a eu une dizaine de pourcents. Mais par rapport au volume, notamment dans les paiements, c'est assez marginal. C'est même une réduction en proportion, parce que les volumes ont cru de beaucoup plus que 10%. Et puis l'impact a été extrêmement limité, c'est-à-dire le système a été résilient et je n'ai pas connaissance de mécomptes significatifs liés à ça. C'est une très bonne nouvelle collective, parce que c'est une chaîne très longue avec toutes sortes d'éléments, et le système en France a très bien résisté, et à ma connaissance d'ailleurs mieux que dans certains autres marchés européens. Cyril, tu veux rajouter éventuellement quelque chose? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc on va passer à la deuxième partie de cette table ronde, et on va commencer par toi, Alain. Donc on l'a vu, vous l'avez cité souvent avec des exemples, ça a accéléré des chantiers qui étaient déjà lancés. Parfois, il a fallu réagir en urgence. C'est vous, Benoît, qui disiez que dans l'organisation du travail, vous aviez prévu un plan sur un an qu'il a fallu exécuter en 15 jours, ce qui est assez remarquable, on est nombreux à avoir vécu ça. Mais en fait, au-delà de ces transformations qui étaient déjà amorcées, êtes-vous en train de retravailler la stratégie pour les années qui viennent, compte tenu de ce retour d'expérience, mais aussi pour aller plus loin que cette simple accélération vécue, imaginer peut-être d'autres produits et services, et puis peut-être, je pose tout de suite la question de la dernière, c'est est-ce que ça bouleverse le modèle d'affaires à l'époque où on parle d'économie de plateforme dans l'écosystème bancaire et financier? Donc on va commencer par toi, Alain. Que peux-tu nous dire sur ce que tu vois au sein de tout l'écosystème, s'il y a des virages qui sont pris ou des réflexions en cours? Alors, des virages, je ne pense pas, sauf dans certains segments qui sont en train de repenser un peu le modèle, mais dans l'ensemble, c'est une inflexion très vive de la pente. J'ai connaissance de l'étude McKinsey qui parle de 7 ans, ça me paraît un petit peu beaucoup pour ce qui me concerne, en tout cas ce que je vois dans mon périmètre, mais incontestablement, il y a eu un effet volume et donc une accélération importante. Donc au fond, la gestion des volumes beaucoup plus importants en soi-même, c'est un sujet, tous les industriels le savent, il y a des effets de seuil et au-delà d'une certaine quantité, on peut changer de nature. Au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, notre écosystème en particulier des fintech? Mais rappelons qu'on est très en lien avec les autres acteurs. J'étais intéressé par un centre de développement cette semaine, on va participer au débat, mais les 2/3 de nos membres travaillent avec comme principal client la banque ou la compagnie d'assurance, faut le rappeler. Et même si le B2C croît beaucoup plus vite aujourd'hui que le B2B est toujours majoritaire. Voilà, ça c'est un point important. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord ce que nous on appelle en jargon une sorte de plateformisation, c'est-à-dire très souvent, Cyril pourra le développer tout à l'heure, il part d'un service et puis tout doucement il complexifie, il enrichit son parcours et son offre. Je ne développe pas, tu pourras le faire tout à l'heure. Il va le faire juste après toi. Voilà. Deuxièmement, on voit que la composante tech est en train de prendre une importance beaucoup plus forte. On ne dira jamais assez que les 10 dernières années, ce n'est pas des ruptures de tech. Il y a eu beaucoup de travail sur l'usage, le parcours, les nouveaux modèles, la nouvelle manière de construire le service qui a d'y accéder. Mais ce n'était pas la tech qui prenait le lead. Aujourd'hui, clairement, il y a un saut de nature, c'est-à-dire en particulier l'intelligence artificielle, dans notre secteur à nous, et comme dans celui des banques, prend un rôle beaucoup plus important dans le conseil, dans l'intermédiation, l'interaction avec le client, la productivité et la gestion et l'identification des risques. C'est le secteur sur lequel il y a le plus de progrès à l'heure actuelle, en particulier avec la gestion algorithmique, la gestion prédictive des risques et toutes ces choses. Troisième élément très fort, c'est l'internationalisation. On ne dira jamais assez que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les modèles deviennent internationaux, ce qui n'était pas auparavant. Il n'y a pas d'usine pan-européenne de crédit à la consommation ou de crédit immobilier. En revanche, les modèles devenant génériques, eh bien, tout doucement, on commence à avoir une internationalisation qui se traduit d'ailleurs par le fait que notre gâteau intéresse tout le monde. La France est un marché extrêmement intéressant pour plein d'acteurs et on voit arriver, on a connaissance dans le tuyau de beaucoup de projets de cette nature. Donc l'internationalisation est un sujet extrêmement important. Il y a une croissance des volumes aussi de financement. On va probablement tutoyer les 2 milliards d'euros de levée cette année contre 835 millions l'année dernière. Donc on voit l'effet
ça produit. Et ce que je vois en particulier, c'est l'arrivée d'investisseurs mondiaux en France. Dans le passif des startups de notre périmètre, on voit une variation très forte en termes d'investisseurs globaux venant d'Asie, des États-Unis, d'Angleterre. Il y a une portion importante. Alors, rappelons toujours que pour nous, comme citoyens, le Brexit, c'est une tragédie, mais comme président de France FinTech, c'est un cadeau de Noël, puisqu'il est en train de se passer beaucoup de choses en termes de localiser à Paris des projets extrêmement importants. Il va y avoir des annonces prochaines. Il y a des belles choses. Notre attractivité collective est extrêmement forte. Donc on voit que c'est un effet volume, c'est le rôle de la tech, c'est l'internationalisation, c'est la plateformisation, c'est le B2C. Puis je terminerai en disant que les thèmes aussi sont en train d'évoluer. Historiquement, ça a été beaucoup basé sur le mass market, retail, qui est toujours très vigoureux. Mais on voit émerger de manière prioritaire les termes de la TPE, le pro, TPE, entrepreneur. Ça, c'est un des secteurs qui croît le plus. La surtech, qui est le co-deuxième secteur de croissance à l'heure actuelle à tous égards. Le potentiel est absolument énorme. L'économie de la facture et de la comptabilité, tous les outils du DRH, du DAF, qui est en nombre le secteur sur lequel je vois le plus de créativité à l'heure actuelle. Tout ce qui est lié au développement durable, évidemment, une autre conception du service financier. Voilà, ça, c'est les secteurs que je vois croître le plus vite et qui sont en train de se repenser. Merci Alain. Alors justement, on a déjà cité Cyril. Comment Lydia réinvente son futur, du coup? Alors, pour le coup, on a été à un moment où on était déjà en train de penser le futur de Lydia, parce qu'on a eu la chance avec Lydia d'arriver en 2018 à une situation qui était un peu saugrenue. On avait atteint notre ambition d'un point de vue produit, celle qu'on avait formulée au moment de la création en 2011, qui était pouvoir tout payer avec son téléphone. Et donc, bon, normalement, quand on l'a édicté, au début, on ne connaissait vraiment rien à ce sujet-là, donc on pensait qu'on n'atteindrait jamais. Et bon, en 2018, on l'avait fait, donc du coup, il a fallu se poser des questions. Et notamment, même si j'ai compris que ça pouvait chagriner 2-3 personnes en lisant les Échos récemment, l'open banking a été un sujet qui a ouvert pour nous un certain nombre de portes intéressantes de réflexion et de voir finalement comment est-ce qu'on pouvait se positionner afin de rendre aux consommateurs, aux citoyens, un service financier qui était à la hauteur de ce qu'ils étaient capables d'obtenir, non pas auprès des autres acteurs financiers, mais dans les autres secteurs d'activité, dans évidemment les déplacements, les voyages, les biens culturels, j'en passe et des meilleurs. Puisque notre société évolue comme ça, et les attentes ne sont pas les attentes en comparant les acteurs d'un secteur, mais quand on a une application, on compare les applications entre elles. Et bien sûr, on a eu, comme l'a dit Alain, la chance de voir arriver au capital à la fin de l'année 2019, Tencent, un géant chinois de beaucoup de choses, mais notamment de la messagerie et des paiements avec WeChat Pay, qui est ce qu'on appelle une super app, donc tout un tas de services financiers intégrés au sein de WeChat Pay. Et bien sûr, là aussi, ça a été une source de financement, mais aussi et beaucoup une source de réflexion et d'échange stratégique, non pas pour répliquer, non pas pour ouvrir une antenne de WeChat Pay en France, mais pour dire qu'est-ce qui a marché chez vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Si vous êtes capable de monter un système pour 1 milliard de personnes, peut-être que ça peut nous aider à concevoir un système pour quelques dizaines de millions de personnes. Et donc, du coup, on a repensé Lydia non pas comme une plateforme d'un service, fameux service d'échange entre particuliers P2P, mais finalement comme une plateforme globale de services financiers pour le consommateur. Je crois que c'est un mot qu'on n'a plus le droit de dire, mais néobanque. Je dis vite, vous avez vu. Le terme de banque n'est pas un sujet, c'est un hub unique de services financiers. C'est ce qu'on a fait, on a déployé. Et c'est ça qui a fait qu'on a transformé Lydia d'une situation où on était à moins 75%. À partir de la sortie de confinement, on a recommencé à trouver des volumes sur les échanges entre particuliers, mais le reste des volumes est venu s'agréger, les volumes de paiement par carte, les volumes de paiement par
d'autres moyens, et aussi des prêts, de l'épargne, enfin tout un tas de services qu'on a petit à petit lancés auprès de nos utilisateurs, et une place de marché qui fait qu'aujourd'hui on traite 3 fois plus de volume que ce qu'on traitait au moment où on est rentré en confinement, et finalement c'était il n'y a pas si longtemps. Merci Cyril. On va passer à vous, Benoît. Parce que je pense qu'au sein du groupe BPCE... Alors ça tombe bien parce que le groupe BPCE a profité du confinement pour revoir intégralement son plan stratégique et qui a été sorti cet été. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de la crise et comme nécessité pour faire bouger le business model? Les gens attendent de plus en plus de services personnalisés. Ils ont bien conscience que l'évolution, l'explosion du digital, de la data, permet d'avoir un service beaucoup plus près des préoccupations de chacun. C'est une très forte exigence. En même temps, ils n'ont pas oublié que la banque, c'est 2 choses très importantes. C'est la sécurité. Ils veulent maintenir la sécurité de leurs fonds confiés. Et 2, la sécurité de leurs données qu'ils ne veulent pas voir partir. Il y a, vous le savez mieux que personne, beaucoup de fuites de données un peu partout. Et la banque, ils estiment que c'est un coffre-fort à la fois pour leur argent et leurs données. Avec cela, ils souhaitent toujours une forte expertise et un conseil important pour à la fois réconcilier les besoins, leur sécurité, leur projet de vie, financer ma retraite, financer mon logement, financer mon entreprise. Alors si on fait une boule de ces 3 exigences, le groupe a décidé d'investir beaucoup plus dans la data, dans l'IA et dans la défense de la cybersécurité, justement parce que c'est indispensable pour mieux servir les clients et répondre aux demandes dont je viens de parler. Dans ce cadre-là, pour répondre à Alain, une des grandes ambitions du groupe, c'est de développer les produits qui sont beaucoup B2B et les approches beaucoup B2C, vers le B2B et vers les entreprises. On voit que jusqu'à présent, on a beaucoup développé des approches innovantes pour servir le client personne physique, mais finalement, en tout cas chez nous, les entreprises n'avaient pas bénéficié à plein de ces avantages. Et donc l'idée, c'est d'avancer à front uni les clients personnes physiques et les clients entreprises. Donc tout ça, c'est la révolution digitale. On a créé une nouvelle direction groupe sur l'innovation digitale. On a renforcé les moyens. Je ne développe pas tout ça. Je ne vais pas vous embêter avec le plan stratégique. Mais ce qui est très important et qui est peut-être l'enjeu le plus important aujourd'hui est qu'on doit faire toute cette révolution tout en gardant nos valeurs coopératives mutualistes, c'est-à-dire la proximité dont je parlais tout à l'heure, les valeurs d'engagement, puisque nous maintenons un effort social qui pompe, si je puis dire, une partie importante de nos bénéfices au profit des territoires, au profit des personnels fragiles. Je cite un exemple. Qui sait que le groupe BPCE forme 20 000 personnes par an à mieux utiliser leur argent et à maîtriser un budget. Voilà, c'est un exemple, et je peux vous en citer beaucoup d'autres. Et bien sûr, tout ceci n'est possible en termes d'engagement et de durabilité que si on pousse les feux sur l'adaptation à la transition écologique. Et là, on est assez fiers de dire que le virage a été pris il y a déjà plusieurs années, puisque nous avons développé, nous, ce qu'on appelle le Green Weighting Factor. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on note nos principaux clients et on leur donne une note écologique, si je puis dire. Donc il y a les bons et puis il y a les mauvais. Et ce qu'on dit, évidemment, à partir de ces indicateurs, qui sont vus avec les clients. Évidemment, à l'extérieur, on ne le dit pas, mais le client, on discute de sa note et on lui dit comment tu pourrais améliorer ta note. Bon. Et puis, on a des objectifs pour améliorer la note globale du groupe, c'est-à-dire que les clients qui ne veulent pas améliorer la note, et surtout ceux qui la dégradent, la note verte,
eh ben, on leur dit que nous, on est un banquier responsable et qu'on ne va pas pouvoir continuer trop longtemps. C'est ça la transition écologique, c'est l'accompagnement du client sur tous ses domaines de vie et aussi sur la transition écologique pour voir avec lui comment il peut évoluer. C'est son intérêt, parce que son business model à lui va mourir s'il ne s'adapte pas. C'est notre intérêt aussi de banquier, parce que si on finance du charbon, quand à un moment il sera interdit, la personne en question ne nous remboursera pas. C'est de la maîtrise des risques. Merci Benoît. J'ai vu que Cyril avait réagi à un ou deux de vos propos, mais comme je te repasse la parole juste après. Luc, alors on pourrait penser que la Banque de France, finalement, n'a pas trop à réfléchir. C'est ce que j'ai entendu de certains sur sa stratégie. C'est de la provocation parce que j'ai entendu ça au moment du café. Mais au contraire, il me semble que la Banque de France a un rôle essentiel, bien évidemment. C'était pour détendre un petit peu. Voilà. Bon, je ne vais pas développer toute la stratégie de la Banque de France. Vous aurez des interventions après moi qui seront bien plus précises. Non, peut-être quelques idées en complément de ce qui vient d'être évoqué à l'instant et un petit peu avant. Je retiens l'idée qu'il y a une forte attente du public concernant le monde d'après, où ça a été évoqué, sera-t-il meilleur ? Bon. Dans le domaine qui nous intéresse, la finance, c'est lié à ce besoin d'avoir la confiance, de poursuivre la confiance, de disposer de ce facteur de confiance dans la relation. Et moi, je traduis ça à mon échelon dans toujours cet aspect de résilience du système face en particulier à la menace cyber qui est croissante. Alors, ce que ça change pour nous, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a quelque chose que les régulateurs avaient introduit il y a quelques années et qui maintenant devient une nécessité, c'est de penser non pas un système particulier, mais penser à l'échelon de l'écosystème et de voir comment l'ensemble des acteurs peuvent être éventuellement vulnérables ensemble. C'est toujours l'histoire de la chaîne et de son maillon le plus faible. Donc il y a cette pensée à l'échelon de l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Et vous évoquiez tout à l'heure les tests avec les hackers éthiques. C'est une des dimensions, que nous allons intégrer dans les années à venir, des tests avec des hackers éthiques à l'échelon d'un écosystème. Deuxième réflexion, il a été parlé beaucoup du verdissement de l'économie. Bon, d'autres que moi pourront le dire beaucoup mieux, mais il y a la question des cryptoactifs qui sont en fait une véritable ruine pour l'écologie. Et donc ça pose un certain nombre de questions, en plus du fait même que ces cryptoactifs, finalement, c'est principalement des objets de spéculation qui reposent sur finalement pas forcément grand-chose. Donc il y a derrière cet appel, et ça a été évoqué par M. Woerth, et ça sera, je pense, sans doute réévoqué dans de larges proportions par les intervenants de la Banque de France, il y a cette idée de monnaie numérique de banque centrale qui émerge. Donc la Banque centrale européenne conduit un certain nombre de réflexions stratégiques sur le sujet. La Banque de France y contribue, fait des tests d'ailleurs avec certaines fintechs pour voir un petit peu la faisabilité technologique. Donc il y a cette idée quand même de construire un peu le monde d'après en visualisant, parce qu'il y a cette exigence stratégique, comment les nouveaux usages et comment l'inclusion des personnes les plus vulnérables dans le système financier pourrait passer par cette monnaie numérique de banque centrale, cet euro digital. Donc voilà un petit peu les quelques idées que je peux apporter. Merci Luc. Alors Cyril, je vous ai vu un tout petit peu réagir à certains propos tout à l'heure, mais c'était l'occasion aussi de vous redonner la parole pour plus vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de votre positionnement stratégique que vous avez expliqué avant, vous avez vous-même un modèle d'affaires à l'origine de Lydia. Est-ce que ce modèle d'affaires, ce modèle de rémunération est en train de bouger, évoluer, ou est-ce que vous continuez sur ce que vous aviez déjà mis en place ? Alors, on n'avait pas de modèle d'affaires, du coup, c'était assez simple.
c'était gratuit, quoi. Voilà. Et donc, est-ce qu'on va continuer là-dessus? En partie seulement, forcément, parce qu'on n'a pas décidé de créer une organisation non gouvernementale. Hein, ça reste une entreprise, donc une entreprise se doit d'être pas trop lentement rentable pour être une belle entreprise, et on a bon espoir de constituer une belle entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé, dans le cadre de justement cette nouvelle stratégie, un certain nombre de services pour lesquels on pense qu'ils amènent une valeur claire et identifiable pour nos utilisateurs et une valeur qu'ils sont prêts à payer. Et donc, c'est évidemment un sujet qu'on travaille activement. Ça fait partie aussi des promesses qu'on fait à nos divers investisseurs de travailler ces sujets de monétisation. On va dire qu'on a construit Lydia en plusieurs étapes. La première étape, c'était quand vous partez de zéro, il faut d'abord acquérir des clients. Et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait d'un point de vue produit pour y arriver. On a aujourd'hui une base d'un peu plus de 5 millions de clients, dont un tiers de l'ensemble des Français qui ont entre 18 et 35 ans. La deuxième partie, c'est l'engagement. Là aussi, je crois que d'un point de vue produit, on a la chance d'avoir des proportions d'actifs qui sont très élevées, un engagement et très peu d'attrition. Et puis la troisième étape, c'est la conversion, la monétisation, et c'est une étape qu'on démarre maintenant avec tout un tas de services qui vont à la fois des services de crédit à des services d'épargne. La manière dont on le fait est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat pour chacun des sujets avec un ou plusieurs partenaires qui nous semblent les plus pertinents pour amener le maximum de valeur à nos utilisateurs dans le cadre de la philosophie des valeurs de Lydia, c'est-à-dire l'instantanéité, la transparence, un prix fair et bien sûr un parcours, une expérience utilisateur, on va dire qu'on a appelé natural banking, le plus proche possible de ce que comprendrait un enfant de 5 ans, parce qu'on s'est rendu compte que pendant les 40 ou 50 dernières années, la banque avait beaucoup fait évoluer ses outils grâce à l'informatique. Mais ce qu'elle a fait à ses clients, nous, vous, c'est qu'elle a imposé les contraintes de son système d'information à ses clients au lieu d'utiliser la technologie pour masquer la complexité et donner une expérience intuitive, naturelle. Je crois que le meilleur exemple de ça, c'est si je veux vous rembourser 10 €, ce que mon cerveau dit, c'est je veux vous rembourser 10 € éventuellement, on peut rajouter à partir de cet endroit pour tel sujet. Mais suivant la manière dont je vais vous rembourser, il faut que je comprenne comment le système d'information de la banque fonctionne pour que je fasse quelque chose qui est très différent de ce que je viens de dire. Donc par exemple, si je vous fais un chèque, je ne vais jamais vous demander sur quel compte vous allez mettre l'argent. Mais par contre, je sais qu'il faut le signer, il faut barrer, il faut écrire en chiffres, il faut écrire en lettres. Par contre, si je vous fais un virement, il faut que je sache sur quel compte vous allez mettre l'argent. Et en fait, tout ça, c'est ni plus ni moins que les contraintes du système d'information interne de la banque. Ça ne devrait jamais arriver jusqu'au client. Et donc, nous, la manière dont on travaille depuis le début chez Lydia, c'est ça, c'est on travaille à maîtriser toute la complexité informatique et ensuite à la cacher à l'utilisateur pour qu'à la fin, ils disent payer 10 € à Guillaume pour le taxi depuis ce compte-là. Ce qui se passe en dessous, mouvement de monnaie électronique, mouvement d'unité de paiement, virement, prélèvement, en fait, ça n'intéresse personne. Merci Cyril. Benoît, c'est à vous justement. Je réagis, je ne peux être que d'accord avec l'approche, puisque c'est exactement ce que j'ai dit avant. Il faut utiliser toutes les interfaces digitales qui sont aujourd'hui permises par la technologie pour simplifier le parcours client. Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, c'est le poids extraordinaire de la réglementation. Alors, je me tourne vers mon ami de la Banque de France. Le poids de la réglementation, il est sur tous les segments du jeu, puisque la banque, c'est quand même la seule industrie qui est réglementée sur l'offre, la demande, ses circuits d'information et ses prix. Et donc, toutes ces contraintes font aujourd'hui une forme d'empilement qui se rajoute avec un sujet majeur, je cite juste cet exemple, qui est sur le green.
Sur le green, il y a ce qu'on appelle une taxonomie très granulaire pour vérifier que c'est vert, vraiment vert, un peu vert, pas beaucoup vert, etc. Et pour rejoindre la préoccupation qui a été dite, le grand enjeu pour nous, c'est de dire on va distribuer des produits verts parce qu'ils sont demandés et puis parce qu'on est engagé dans la transition écologique, mais la réglementation est incompréhensible pour n'importe qui. C'est-à-dire que moi, on m'a déjà expliqué 4 fois, j'ai fait des formations, je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'un produit peut être soutenable, économiquement durable, mais il n'est pas forcément vert. Il peut être labellisé vert au niveau européen, mais il ne répond pas aux objectifs réglementaires green. Alors vous dites, alors, pourquoi les textes ne sont pas alignés ? Pourquoi les labels ne respectent pas la réglementation ? Eh bien c'est comme ça, parce que comme les textes se sont empilés ces 3 ou 4 dernières années très très rapidement, il n'y a rien qui coïncide. Mais nous, on a l'obligation de distribuer des produits verts. Il faut donc faire un cache, un peu ce que vous disiez, monsieur, pour expliquer simplement aux clients ce qu'il y a derrière. Mais attention, si vous vous trompez, il y a tout un tas de gens qui vont vous dire vous vous êtes trompé sciemment, vous faites du greenwashing, vous êtes des voyous. Et donc, ce qu'on voit en matière green, on a les mêmes préoccupations sur les virements, parce que si on simplifie trop le parcours client, nos amis de la Banque de France vont nous dire oui, mais en termes de blanchiment, vous ne respectez pas vos obligations, etc., etc., etc. Et donc, le monde aujourd'hui, ce n'est pas un monde d'opposition entre la banque et des nouveaux arrivants et des fintechs, c'est bien un monde de collaboration entre les deux. Voilà. Justement, vu que vous avez été cité à 2 ou 3 reprises, que pense la Banque de France de l'évolution de ces modèles d'affaires, de ces coopérations, ou pour vous-même aussi à la Banque de France ? Oui, alors, bon, les missions de la Banque de France sont fixées par le cadre législatif, donc, je ne vais pas dire quoi que ce soit à ce sujet. En revanche, non, il y a une vraie exigence qui est effectivement de renforcer le cadre collaboratif. Je pense que là, les crises successives, la crise de subprime, maintenant celle de la Covid, l'émergence des problèmes climatiques récurrents, il y a une vraie idée, une vraie exigence d'avoir une stratégie qui intègre cette dimension collective, d'une part, au service du public, alors donc dans le cadre de nos missions, bien évidemment. Et puis pour ce qui est de ma chapelle, ça emporte une autre exigence qui est celui de la prospective, de la vision prospective. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Je pense que trop souvent, quand on raisonne sur le risque, on s'appuie sur des statistiques, des éléments du passé. Là maintenant, tout ça s'est intégré. Il faut maintenant qu'on se tourne vers l'avenir et qu'on soit capable d'anticiper, dans une certaine mesure, les crises à venir. Donc je pense que ça change non pas forcément le modèle lui-même, ni la mission, mais ça change la façon de voir ou de concevoir, et avec les acteurs autour, dans l'écosystème, cette mission. Si Luc a terminé, puisque c'est à toi, Alain, d'ailleurs de conclure. Je savais pas. On est quasiment à l'heure... Oui, je voulais juste par l'organisation, mais justement, c'est à toi que je laisse la je parole en voulais dernier. juste rebondir sur ce qui vient d'être dit par Luc Benoît. D'abord, quand j'étais jeune banquier, quand on se faisait convoquer par la Banque de France, la banque avec un B majuscule, on n'avait plus un poil de sec. Hein. Parce que voilà, il y avait une fonction d'autorité, voire même de répression, etc. Alors, c'est pas les bisounours. La banque est toujours là aussi, notamment dans son émanation de supervision et de réglementation. De temps en temps, ne distribue pas que des bons points. Il y a aussi des coups de baguette. Mais ce que je veux dire, d'abord, je me félicite du fait que la Banque de France nous ait rejoint comme partenaire. Voilà, on est particulièrement fiers. On a fait un KYC pour voir si c'était une maison sérieuse, fondée en 1802, etc. Mais vous avez passé tous les tests. En tout cas, on est ravis de vous avoir comme partenaire. Deuxièmement, on a des échanges assez nombreux avec toutes sortes de services pour faire effectivement de la réflexion en amont, de la prospective. On a travaillé sur des sujets comme les cryptos, la notation, l'inclusion et d'une manière générale, la réflexion sur la tech. Et ça, c'est extrêmement important. Pour faire le lien avec ce que vient de dire Benoît, cette notion d'écosystème, elle est vitale. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et dans des lectures récentes, j'ai eu l'impression qu'on se prenait un peu les pieds dans le tapis.
Voilà. Non, mais c'est pas un message customisé, bien entendu. Bien entendu. Non, c'est juste une petite parenthèse. D'ailleurs, on y répondra dans les formes appropriées, bien entendu, dès demain. Mais ce que je veux dire, c'est que la finance se mondialise, la tech a un pouvoir gigantesque, le sujet de la data est un sujet stratégique et sensible, il faut le gérer de manière responsable. Le sujet, c'est le client, c'est pas nous. La donnée, elle ne nous appartient ni aux banques, ni aux fintech, ni aux big tech. Elle appartient aux clients. Les photos, mes photos qui sont sur mon iPhone, ils n'appartiennent pas à Apple, ils m'appartiennent à moi. Et donc, il faut bien qu'on ait tout ça en tête et que la menace monte en même temps que les opportunités, que les big tech nous regardent avec les yeux de chimène parce que l'Europe est un marché extraordinairement attractif, dans lequel le consommateur est en train de migrer sur plein de fonctionnements, dans lequel le coût d'acquisition est d'autant plus faible qu'il ne paye pas la matière première, etc. etc. Et donc, je rebondis sur ce que disait Benoît, c'est un écosystème qui doit manœuvrer. Et pour manœuvrer, il faut à la fois se compléter et se concurrencer pour se stimuler. Donc c'est important de rappeler qu'on a à la fois des outils extrêmement forts et qu'on peut s'en servir, que les opportunités montent mais que les menaces aussi, que le juge de paix, c'est ni les uns ni les autres, c'est le client et le marché, que derrière il y a un sujet de souveraineté qui est considérable, absolument considérable. On n'a jamais eu un tel enjeu en termes de services financiers que celui qu'on a aujourd'hui. Bon voilà, j'étais ravi que ces mots étaient prononcés, je n'ai plus qu'à mettre une cerise sur le gâteau et travailler ensemble. Merci Alain. Merci à tous les quatre. Et c'était un vrai plaisir de préparer avec vous cette table ronde. Nos échanges étaient très riches en amont. Jacques, on a quasiment respecté la contrainte nouvelle que tu nous avais mise, mais ça, on a vu les 4 acteurs présents sur la table ont fait preuve d'adaptation au moment du confinement. Ils l'ont expliqué. Et là encore, tu nous as mis une sorte de confinement sur la table ronde. On l'a respecté. Merci à tous. C'était un vrai plaisir. À bientôt.